Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC, indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales matières d'exportation du pays, le panel de la ménagère, un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matonda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui franc-congolais, principale devise étrangère? La parité franc-congolais, principale devise étrangère à l'indicatif se présente comme suit. 1 dollar vaut 2860,5340 francs congolais. 1 euro équivaut à 3139,1848 francs congolais. 1 franc CFA égale à 4,7857 francs congolais. 1 rand sud-africain vaut 147,1663 francs congolais. Au marché parallèle, 1 dollar américain équivaut à 2850 francs congolais. 1 euro vaut 2910 francs congolais. 1 franc CFA égale à 4,2 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? Voici le cours des matières premières. La tonne du cuivre n'a pas bougé. Elle coûte toujours 9532,10 dollars américains comme la semaine dernière. Le coût de la tonne du cobalt n'a pas bougé. Il coûte toujours 26 000 dollars américains comme il y a une semaine. L'once d'or est vendue à partir de 3094,40 dollars américains contre 3134,25 dollars américains il y a une semaine. Le baril du pétrole revient à 62,34 dollars américains contre 69,85 dollars américains la semaine passée. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de 8447 dollars américains contre 8177 dollars américains la semaine dernière. Merci bien, maintenant on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. Au congrès annuel Investment, la RDC vendu et c'est vendu. Plusieurs activités ont été organisées pour attirer plus d'investisseurs dans ce pays qui a un potentiel énorme dans le secteur minier, dans le secteur des transports, des télécoms, des secteurs diversifiés. Et pour parler de cet événement mondial, nous recevons le directeur général adjoint de l'UCPPP, l'unité de conseil et de coordination du partenariat public-privé. Monsieur Firmin Lotambo, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. C'est quoi cet événement EAM, congrès annuel pour l'investissement? Congrès annuel des investissements organisé au niveau de Abu Dhabi, c'est un événement international pour l'investissement mondial qui regroupe les grands groupes des investisseurs, des grandes entreprises, mais aussi des acteurs du secteur public, des acteurs bancaires, pour partager des opportunités d'investissement. Et donc, c'est ce rendez-vous mondial qui nous a attirés ici, la République démocratique du Congo, pour présenter nos opportunités. On a vu la première ministre participer à ce congrès. Pourquoi le déploiement des autorités congolaises à cette activité? Cela s'explique par les besoins de booster le développement de notre pays. Comme vous le savez, le gouvernement a validé il n'y a pas longtemps son plan national stratégique de développement qui représente des besoins en termes de financement des projets et programmes de développement. Et en termes de chiffres, ces plans représentent plus de 94 milliards de dollars, dont 56% est mobilisable par le gouvernement et ses principaux bailleurs multilatéraux. Et donc, il y a un gap qu'il faut mobiliser auprès du secteur privé. Et donc, les PPP a été identifié comme ces modèles pour lesquels nous pouvons mobiliser ces fonds. Nous y sommes. Parlons justement du partenariat public-privé. De quoi s'agit-il? C'est quoi le partenariat public-privé? Pour dire simple, le partenariat public-privé, c'est un contrat de la commande publique qui consiste à mettre en relation une entité publique et une entité privée en vue de servir l'intérêt général, donc de la réalisation d'une mission d'intérêt général à travers un service public. Depuis que vous êtes opérationnel,
Qu'est-ce que vous avez déjà fait, vous, au niveau de l'UCPPP? Il est vrai que l'ICPPP est jeune, c'est un établissement public à caractère technique du gouvernement qui est né en 2021 par décret du Premier ministre, et c'est une institution qui est l'émanation de la loi de 2018 qui régit le partenariat public-privé en RDC. Et donc depuis notre avènement, nous avons réalisé beaucoup de choses. La première chose était d'abord de compléter les mesures d'application de la loi. Nous l'avons fait, et d'assurer l'opérationnalisation à la fois du cadre de gestion des PPP et de l'unité PPP elle-même. Et donc nous avons fait ce travail. En même temps, nous n'avons pas laissé de côté le projet. Et donc nous avons continué à renforcer les capacités des acteurs. Nous travaillons également pour accompagner les projets. Il y a des cas d'exemple. On a jusqu'à présent au compte plus de 25 projets qui ont été accompagnés par l'ICPPP, qui suivent un processus rigoureux en termes de validation, et nous accordons à ce niveau-là un avis de conformité, parce qu'il faut éviter des projets de PPP qui sont capables de créer des précédents pour le gouvernement. Et donc nous essayons de voir l'équilibre, nous essayons de voir la viabilité des projets, et cela nous permet d'accorder un avis de conformité. Je peux donner un exemple d'un PPP qui vient d'ailleurs d'être signé parmi tant d'autres. Vous avez suivi le vice-premier ministre des Transports qui a signé un contrat de PPP pour la construction du port industriel de Kalemi. Nous sommes d'ailleurs en train de lancer le processus d'appel d'offres pour le projet de construction du port sec de Kasumbalès avec l'OGEFREM. Il y a plein d'exemples. Donc nous sommes au cœur de l'action actuellement pour essayer de redorer l'image de notre pays en ce qui concerne les infrastructures de base. Donc c'est vous qui validez tous les PPP qui sont mis en œuvre dans le pays? Effectivement, aujourd'hui en République démocratique du Congo, la porte d'entrée pour le partenariat public-privé, c'est l'unité PPP. Et c'est comme dans tous les pays au monde, il y a des structures spécialisées au regard de la complexité de la question qui est le PPP, de montages qui sont une combinaison d'intérêts publics et privés. Cela nécessite un regard technique, et donc le gouvernement a estimé, et c'est le législateur d'ailleurs qui a estimé qu'il était important que cela soit fait d'abord par une structure attitrée. Et donc aujourd'hui, le PPP passe par l'unité PPP, mais ça suit un processus de maturation qui consiste par l'identification du projet, qui nous permet de constituer, d'intégrer le projet dans la base de données et dans le portefeuille des projets. Et donc, une fois cette étape terminée, le projet est préparé. Donc, c'est-à-dire on prépare les études de faisabilité. Et donc, les études de faisabilité sont soumises à l'ICPPP pour validation à travers un avis de conformité obligatoire. Après, le go est lancé pour la contractualisation, c'est-à-dire la passation des marchés, pour poursuivre le processus jusqu'à l'approbation du contrat par l'autorité hiérarchique attitrée et la mise en œuvre du projet, c'est-à-dire l'exécution du projet. Mais dans toute cette chaîne, l'ICPPP assure également l'accompagnement, l'assistance, le conseil, parce que c'est pour ça qu'elle a été créée. Alors, je rappelle que nous sommes au cœur de l'EAM, Annual Investment Meeting à Abu Dhabi, ici aux Émirats Arabes Unis. Alors, Monsieur Lotambo, vous avez fait une présentation pour attirer les investisseurs. Quels sont les projets qui peuvent aujourd'hui convaincre les Émiratis, les Européens, les autres Américains à venir investir vite au Congo? Nous avons apporté un portefeuille de projets. Ce portefeuille de projets est le résultat d'un travail d'ensemble, un travail avec les sectoriels. Donc nous avons procédé durant 3 semaines à l'identification des projets. Je l'ai dit que ce n'était pas l'ensemble des secteurs, ce n'était pas l'ensemble des ministères qui ont été concernés pour cette première phase. Mais nous avons pris un premier échantillon, et donc nous avons constitué un portefeuille de projets qui reprend un certain nombre de secteurs, notamment les infrastructures, les transports, la santé, la télécommunication et le numérique. Il y a le tourisme, il y a l'agriculture, il y a la pêche, il y a l'élevage. Il y a également des projets dans les secteurs
du commerce transfrontalier. Ça, c'est un projet avec la DGDA pour amélioration des services au niveau de Loufou. Et donc, on a pas mal de projets qui sont concernés par les secteurs. C'est des routes, c'est de ports, c'est le chemin de fer qui sont concernés. C'est l'installation de Big Data. C'est les projets de certification des médicaments, par exemple. Les projets, par exemple, de construction de l'autoroute de Kinshasa, les projets de construction de BRT de Kinshasa, donc les bus transit rapides pour désengorger la mobilité urbaine. Vous savez déjà que la mobilité urbaine pose problème. Ce sont des solutions nouvelles qui sont identifiées dans les cas de plan de directeur de développement de la ville-province de Kinshasa. Il y a par exemple un projet porté par le ministère des Finances qui concerne la mise en place d'une vidéo-verbalisation pour la gestion de contraventions routières. Vous voyez, quand on commet des infractions, des fautes au niveau de la conduite, au niveau de la route, et donc nous n'avons pas un mécanisme qui peut capter ces fautes. Et donc dans d'autres pays, ils ont mis des outils, des systèmes intelligents qui permettent de gérer le flux et de collecter des recettes liées à ces genres de contraventions et de réprimander de telles fautes. Et donc il y a des outils comme ça dans le nouvelle technologie de l'information que nous pouvons utiliser dans les PPP. L'installation par exemple des systèmes de collecte des recettes au niveau de régie par exemple, au niveau de la DGDA par exemple, comme je l'ai dit. Nous sommes en train de voir comment nous améliorons la gestion des postes douaniers. Nous avons des ports secs qui doivent être construits comme le port sec de Kasumbalesa. Il y a aussi des parcs à bois qui doivent être également construits et qui sont portés par l'OGFREM. Donc il y a plein de projets que nous sommes venus chercher en fait à attirer les investisseurs. Et les investisseurs sont intéressés par ça parce qu'ils nous ont contactés, ils ont exprimé l'intérêt, nous continuons à partager et nous allons essayer de mettre en contact ces investisseurs avec les services attitrés pour suivre le processus de contractualisation et arriver à avoir des projets qui sont bénéfiques pour la population congolaise. Parlons de quelques projets, notamment l'autoroute de Kinshasa. Parlons du port sec de Kasumbalesa. Comment vous faites parce que les investisseurs ont besoin des données pour pouvoir se lancer dans cette aventure ou dans ce business. Comment vous faites? Vous leur donnez quels chiffres, quelles statistiques? Les indicateurs en termes de chiffres sont provisoires, sauf dans les cas où il y a vraiment des études de faisabilité détaillées. Même dans ces cas, l'opérateur a besoin de réévaluer pour voir si ça correspond à son modèle financier. Le plus important, c'est d'indiquer les besoins en termes de finalité. Vous voyez, les besoins en termes de problèmes à résoudre et en termes de finalité. Et donc, c'est ce que nous faisons. Nous identifions le projet dans une fiche donnée, nous indiquons les secteurs, nous indiquons le besoin, les objectifs du gouvernement et nous indiquons également la finalité de ces projets avec, bien sûr, les chiffres qui sont indicatifs. Et donc, ça permet à l'investisseur de se faire une idée du projet et d'approcher les services attitrés pour voir comment cela peut être évalué de manière approfondie pour prendre une décision de poursuivre le processus de contractualisation. Vous dites combien, par exemple, pour l'autoroute de Kinshasa, ça peut être évalué à combien l'investisseur va gagner en se lançant dans cette affaire? Il gagne combien? Est-ce que tout ça, vous faites ces études? Vous ne proposez pas simplement de la littérature, vous proposez du concret pour que l'investisseur soit attiré? Au niveau du portefeuille des projets, c'est vraiment une identification du projet, mais il y a une phase d'évaluation qui permet de dégager les coûts réels du projet. Pour le cas d'autoroute de Kinshasa, les chiffres sont là, mais je n'ai pas ces chiffres en tête, mais ce sont des chiffres qui sont, comme je l'ai dit, indicatifs. Mais il y a, une fois le processus lancé, il faut réévaluer les projets pour avoir les chiffres réels. Alors, en ce qui concerne comment le modalité de remboursement, et cela c'est fait par le modèle financier qui doit déterminer quel type de contrat de PPP. Parce qu'il faut
faut savoir que dans notre pays, la loi accepte généralement des familles de contrats. Vous avez les contrats de type concessif et puis vous avez les contrats de type partenariat. C'est-à-dire des contrats qu'on appelle à paiement public, ça c'est des contrats de type partenariat, et des contrats qu'on appelle des PPP à paiement par les usagers. Ce sont des contrats qu'on appelle de type concessif. Et donc lorsqu'on est par exemple dans le PPP de type concessif, c'est-à-dire des paiements par les usagers, donc on peut arriver à dégager que c'est les paiements par les utilisateurs des services ou par les usagers qui permettra de rembourser ou de rémunérer les partenaires privés. Et lorsqu'on est dans un PPP à paiement public, généralement de PPP à caractère social, et donc là, ça peut être un modèle de paiement public. Donc il réalise une mission globale de service public, mais il est remboursé, il est payé sous forme d'un loyer par l'État. Il peut y avoir une contribution des recettes connexes, mais généralement c'est l'État qui rembourse, qui paye l'opérateur selon les modalités prévues par le contrat en termes de timing. Et donc ces types de contrats par exemple sont des contrats très complexes et généralement nous avons besoin de regarder les aspects liés à la soutenabilité budgétaire et financière des engagements avec le ministère des Finances, éventuellement même le ministère du Budget, pour que nous puissions éviter de créer des conditions d'endettement. Et donc nous essayons de regarder tout ça. Toutes les modalités sont définies et exprimées à travers l'évaluation. Il faut une étude de faisabilité. Il n'y a pas de PPP sans étude de faisabilité, sinon nous ne savons pas nous situer et nous ne savons pas apprécier la viabilité du projet. C'est vous qui faites l'étude de faisabilité ou c'est l'entité qui est concernée par cet investissement qui fait cette étude de faisabilité? Le projet est porté par l'autorité contractante. L'autorité contractante, ça peut être les ministères, ça peut être la province, ça peut être l'établissement public, l'ETD, ou même ça peut être l'entreprise publique, l'entreprise du portefeuille de l'État. Et donc c'est l'autorité contractante qui est le responsable du projet, qui identifie les projets et qui prépare les études de faisabilité. L'ICPPP assure l'accompagnement en termes d'assistance et de conseil sur demande. Si l'autorité contractante, et ce que nous faisons souvent, l'autorité contractante peut solliciter l'assistance de l'ICPPP pour la préparation des études. Si l'ICPPP estime qu'elle ne dispose pas de toutes les compétences requises pour une telle étude, peut recommander à l'autorité contractante de recourir à des consultants, des cabinets indépendants pour bien préparer le projet. Mais la responsabilité de la préparation du projet est de l'autorité contractante, c'est-à-dire les secteurs, les services porteurs du projet. Mais il y a aussi des possibilités de ce qu'on appelle les offres spontanées. Ce sont des offres d'initiatives privées qui sont portées par le partenaire privé. Un partenaire privé peut se présenter avec une offre qui est acceptée sous certaines conditions définies par la réglementation, mais à ce moment-là, c'est le partenaire privé qui prépare les études de faisabilité sur base d'un accord préliminaire, une sorte d'un accord de co-développement qu'on appelle chez nous souvent un protocole ou un mémorandum d'entente qui permet de définir les conditions pour que ces partenaires préparent les études et que les projets puissent suivre la procédure spontanée, c'est-à-dire l'offre spontanée. Donc c'est une ouverture pour permettre nos services qui n'ont pas la possibilité de réaliser des études compte tenu de resserrement de nos ressources budgétaires et donc de la trésorerie, et donc ça permet à ce qu'on puisse tirer profit des initiatives qui sont portées par les partenaires privés. Et c'est une grande innovation, ça existe dans certains pays c'est interdit, mais chez nous, nous n'avons pas le choix et donc nous avons ouvert la porte à cette forme d'opportunité, mais qui est encadrée sévèrement par la réglementation. S'il y a une demande de l'autorité contractante pour l'assistance de l'ICPPP. Et donc, en ce moment-là, l'ICPPP peut voir, mais cela dépend de ses capacités aussi de disposer de compétences, parce qu'il y a des projets pour lesquels l'ICPPP n'est pas obligé d'avoir toutes les compétences. En ce moment-là, l'ICPPP aussi peut recourir à des consultants indépendants. Mais la responsabilité des études de faisabilité revient à l'entité qui porte les projets. Donc, pour soumettre un projet à l'ICPPP, l'entité doit avoir les études de faisabilité qui permettent d'évaluer l'éligibilité ou la possibilité, l'éligibilité du projet sous la forme d'un PPP.
ou pas. Parce qu'on peut évaluer un projet et on se rend compte que le projet n'est pas éligible. Et c'est ça le travail d'évaluation qui est fait, la validation qui est faite par l'ICPPP, c'est pour valider l'éligibilité du projet dans le cadre d'un partenariat public-privé. Sinon, l'ICPPP est déconseillé. Mais les cabinets sont... tous les cabinets, que ce soit les cabinets locaux ou des cabinets internationaux, l'objectif c'est d'avoir des cabinets capables de structurer un projet de PPP sur base des critères à la fois prévus par la loi et des bonnes pratiques. Vous voyez, des bonnes pratiques internationales, parce que les PPP ont des bonnes pratiques. Et donc il faut regarder les éléments exigés par la réglementation, mais aussi les exigences en termes de bonnes pratiques. Alors, dans tous ces projets que vous avez présentés ici, quels sont les projets dont les études de faisabilité sont déjà bouclées? Nous avons, c'est vrai, ces problèmes d'études de faisabilité. Vous le savez, dans notre pays, on ne dispose pas encore des études de faisabilité. Et comme je l'ai dit, le portefeuille des projets que nous avons nous permettra de voir avec des bailleurs de fonds comment aussi aider à réaliser des études de faisabilité sur certains projets qui vont être jugés prioritaires. Nous sommes pour parler avec la Banque mondiale dans le cadre du projet Pacte, à travers la cellule infrastructure, pour voir comment nous pouvons identifier un certain nombre de projets dans notre portefeuille, prioriser un certain nombre de projets qui vont bénéficier d'un appui à travers des cabinets qui seront recrutés par cet appui de la Banque mondiale, à travers cet appui de la Banque mondiale, pour réaliser des études de faisabilité ou des évaluations exigées. Mais pour l'instant, il y a quelques projets qui disposent des études de préfaisabilité. J'ai parlé du BRT. Le BRT, c'est le développement de bis transit rapide. C'est, comment je peux expliquer, ce sont des mini-trams. Hein. Ça ressemble à des mini-trams. Vous pouvez voir ça au Sénégal et dans des pays en Côte d'Ivoire et ailleurs qui sont en train d'implémenter. Même en Tanzanie, il y a ces modèles-là que nous voulons implémenter dans la ville de Kinshasa. Et ça, nous avons bénéficié d'un appui de la Banque mondiale et à travers un cabinet international canadien qu'on appelle CPSS, nous avons réalisé une étude de préfaisabilité avec la CDIK et la cellule infrastructure, bien sûr. Nous avons donc réalisé une étude de préfaisabilité et même des modèles financiers pour ces projets. Et nous avons des projets comme le projet de certification de médicaments qu'on appelle la sérialisation, qui consiste donc à certifier la qualité des médicaments qui ont. Et ce projet dispose déjà d'une étude de faisabilité d'un avant-projet. Voilà, faisabilité. Mais il y a d'autres études aussi, mais on n'a pas beaucoup d'études, il faut le dire. On n'a pas beaucoup d'études, mais le projet par exemple de Port Sec de Kasumbalesa, c'est un projet qui dispose d'une étude de faisabilité et qui fait l'objet d'une préparation du processus de lancement de l'appel d'offres, qui a déjà fait la phase de préqualification et donc qui dispose déjà des candidats qui vont passer à la phase d'appel d'offres. Il y a des projets qui ont des études, souvent c'est des projets, mais c'est déjà des projets que nous avons déjà validés. Ça, c'est des projets qui viennent du ministère des Infrastructures. C'est un ministère qui fournit beaucoup d'efforts et c'est le ministère de prédilection de PPP qui fait un effort de réaliser des études de faisabilité. Et donc, c'est des projets du ministère des Infrastructures. On réussit d'ailleurs pour la plupart le projet, par exemple, de l'ICASI Solwezi a été validé par l'ICPPP. Ces projets contiennent des études de faisabilité. Monsieur le DGA, vous savez bien que les investisseurs aiment avoir des précisions avant d'aller investir. Au Congo, vous dites, il y a très peu d'études de faisabilité. Alors pourquoi vous venez présenter ici des projets alors que les études de faisabilité sont inexistantes? Il faut d'abord susciter l'intérêt des investisseurs. Il faut l'appétence des investisseurs. C'est ça que nous venons tester. Les investisseurs vont exprimer les besoins et l'autorité publique concernée par les projets va continuer la préparation. Ce qui est vrai, c'est qu'après avoir identifié les projets, après avoir disponibilisé un portefeuille de projets, au niveau de l'État, nous devons passer par l'étape de préparation des projets que nous estimons prioritaires. Et ce travail, c'est un travail que nous allons faire et qui doit absolument être fait. Mais cela n'empêche. Donc aujourd'hui, nous avons remarqué que les partenaires, ils sont
donc les investisseurs sont intéressés, même quand il n'y a pas d'études de faisabilité, ils ont besoin des informations sommaires qui leur permettent de faire de petites simulations et ils peuvent eux-mêmes prendre en charge le volet des études de faisabilité. Il y a des montages comme ça, nous essayons d'intégrer ces volets d'études dans le modèle financier et donc nous permettons à travers le système des offres spontanées pour que l'opérateur puisse lui-même porter le volet études, évaluation du projet. Mais ces études sont bien sûr encadrées et validées par d'abord l'entité concernée par le projet, mais aussi par l'ICPPP, parce que même si c'est une offre spontanée, après ça doit suivre la procédure normale pour être capté comme un projet de PPP dans le système de la commande publique du pays. On a entendu également le DGA de l'ANSER, votre collègue, parler des projet PPP dans le cadre de l'électricité rurale et périurbaine. Alors, ça se passera comment ? ANSER passera par vous pour la concrétisation de ce PPP ? Nous sommes déjà d'ailleurs en partenariat avec ANSER en termes de collaboration. On a un cadre de collaboration pour voir comment est-ce que nous identifions ensemble des projets et comment est-ce que nous les préparons, comment est-ce que nous orientons. Et ANSER fait partie des entités qui ont fait une bonne cartographie de différents projets. Maintenant, nous sommes en train de voir dans cette base de données d'ANSER quels sont les projets qui ont le potentiel d'être structurés en PPP. Parce qu'il faut que les projets présentent un potentiel de structuration en PPP parce que les PPP, c'est une collaboration public-privé et donc il faut regarder si ça répond à un certain nombre de critères. ANSER, c'est une autorité contractante. Donc si ANSER, c'est un établissement public, je pense, et c'est une autorité contractante, donc peut nous saisir. Mais il faut voir également, nous sommes dans le secteur de l'électricité, il existe une loi sectorielle. La loi, donc dans le cadre des PPP, on tient compte également des spécificités sectorielles, c'est-à-dire que le projet, lorsque nous validons, nous avons également besoin des avis également du régulateur sectoriel. Mais ANSER en tant qu'entité, donc, lorsqu'elle a un projet, elle nous contacte d'abord. Elle nous contacte, elle nous saisit. Et ce n'est pas les partenaires privés qui nous saisissent. Parce que même si les partenaires privés nous saisissent, nous devons renvoyer les partenaires privés vers l'entité de l'État qui est concernée par le projet identifié par les partenaires privés. Et donc, on nous saisit, l'ANSER nous saisit, nous regardons ensemble, nous cheminons. Donc nous allons voir si les éléments sont réunis. Si les éléments ne sont pas réunis, nous indiquons les éléments à compléter. Et si nous complétons ces éléments, nous validons le projet et nous donnons les critères pour poursuivre. Et donc nous respectons également dans ce cadre-là certaines spécificités sectorielles. Monsieur le DGA, il y a un projet, un grand projet entre la RDC et les Émirats Arabes Unis. C'est le projet du port en eau profonde de Banana qui est financé par DP World. Ce projet, depuis 2022, a été lancé. Aujourd'hui, le projet semble évoluer à pas de tortue. Est-ce que ce n'est pas un mauvais exemple déjà pour les investisseurs que vous contactez ici ? Bon, c'est vrai que c'est un projet important pour les pays. Bon, c'est vrai, les projets de PPP prennent parfois du temps aussi dans leur préparation. Il est vrai que ce sont des projets qui ont été réalisés avant l'implémentation de l'unité PPP. Donc les projets ont été réalisés, bien sûr, en se référant à la loi PPP, mais les cadres réglementaires n'étaient pas encore définis et nous n'avions pas été associés à cette époque-là parce que les projets ont été réalisés avant nous. Maintenant, ce que nous essayons de faire, c'est que des projets qui ont été réalisés avant nous, nous avons la mission de faire le suivi. Et nous sommes en train de nous préparer pour voir dans le cadre du suivi comment nous pouvons booster et comment nous pouvons voir des éléments d'amélioration ou des recommandations. Mais je pense que ce projet a évolué parce que j'ai pu suivre que la DP World a signé un accord avec une entreprise, un constructeur, je pense, qui va réaliser ce projet autorisé dans le cadre des PPP. L'entreprise peut recourir à une autre entreprise pour réaliser le projet, peut avoir un accord avec une autre entreprise. Ils ont signé, je pense que ça va booster ces projets. Je pense que ce projet sera un exemple. C'est d'ailleurs un exemple en dépit de quelques difficultés qui sont liées à des projets complexes. Parce que des projets complexes comme ça peuvent aussi avoir des difficultés. L'État congolais a quelques contraintes d'ordre financier. Comment est-ce que ce partenariat va réussir si le Congo ne donne pas sa part vis-à-vis lorsqu'il est en contact avec un privé, par exemple? Bon, je n'ai pas encore regardé de manière détaillée le modèle financier qui a été proposé, mais je pense que tous les PPP n'exigent pas l'apport de l'État.
Je pense que là, nous sommes dans un modèle concessif et je pense que ces projets devaient, si le montage a été bien fait, ça devrait être un projet financièrement pris en charge par le partenaire privé, mais bon, il peut y avoir peut-être l'intervention de l'État en termes de subventions ou de garanties, mais je pense que c'est un projet qui n'implique pas beaucoup le financement public. Merci monsieur le DGA, merci pour votre intervention. Nous espérons que vos activités vont être accélérées ici à partir de Abu Dhabi, ça va être accéléré. Oui, nous pensons que ces déplacements à Abu Dhabi vont nous permettre de booster des investissements et va être le déclenchement d'un long processus pour le financement du plan national stratégique de développement. Ce n'est que les débits. Nous allons poursuivre de tables rondes pour lever des fonds au niveau national et au niveau international également. Merci beaucoup, monsieur. C'était monsieur le directeur général adjoint de l'unité de conseil de coordination du partenariat public et privé que nous recevions ici à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, dans le cadre de l'AIM. Merci beaucoup pour votre disponibilité et pour cette opportunité de parler au peuple congolais surtout, qui est le principal bénéficiaire des projets de PPP que nous mettons en place. Merci. Alors nous sommes toujours en direct ici à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, dans le cadre de AIM, Annual Investment Meeting. Nous recevons ici le directeur général adjoint de Anser qui s'occupe de l'électrification en milieu rural et périurbain. Monsieur Damien Touambilanga, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes ici aux Émirats Arabes Unis. Qu'est-ce que vous êtes venu vendre aux Émirats Arabes Unis au AIM à Abu Dhabi? Nous sommes venus vendre le fait que le secteur de l'électricité est un secteur qui a un grand potentiel. Le premier indicateur, c'est que le taux d'électrification rurale dans notre pays, c'est 1%. Le taux global, c'est plus ou moins 20%. Ça veut dire que tout ce gap représente une opportunité. Nous avons des targets d'atteindre 30% en 2030. Il faut donc combler ce target et c'est une opportunité. Il y a des technologies que maîtrisent évidemment différents partenaires techniques. On vient leur dire qu'au travers de ces projets d'électrification, il y a du potentiel économique dans les zones dans lesquelles nous électrifions les entités. On les invite à venir se positionner, surtout que le secteur a été libéralisé. Vous dites quoi concrètement? Nous sommes sur les 145 territoires, mais c'est clair que lorsqu'on reçoit un investisseur, on essaie de l'orienter là où il y a une plus-value beaucoup plus importante dans un premier temps. Nous avons présenté par exemple les opportunités avec les miniers. Les miniers aujourd'hui ont un besoin immédiat de 2000 MW. Et alors il y a des investisseurs qui, eux, leur focus, c'est les mines. Donc, on les oriente vers les miniers, on les accompagne par rapport à ça. Au-delà de ça, nous avons, un fonds Mwinda qui a le but de pouvoir appuyer les investisseurs ou les entreprises privées dans les CAPEX, OPEX ou bien sur les prix au kilowattheure, mais qui en même temps aussi peut financer des initiatives locales de petites industries. Ça représente une opportunité pour un investisseur qui vient parce qu'il trouve quand même des entités qui consomment de manière productive l'électricité et ça rend son système rentable. Donc voilà, nous les orientons vers des zones où le retour sur investissement est beaucoup plus rapide. Parce qu'il faut montrer un exemple avant d'attirer les autres. Vous faites quoi? Vous avez déjà fait quoi aujourd'hui? Nous, on a commencé par faire une planification. On a à peu près 1170 projets dans notre pipeline. On a mis en place ce qu'on appelle le programme d'investissement prioritaire de 269 projets. Et de ce programme, nous avons tiré 50 projets qui sont opérationnels. 22 sont complètement terminés, on peut les visiter. Sur notre site internet, il y a moyen de voir. On peut aller sur site. Et il y en a 27 qui sont à court, qui sont dans un avancement d'à peu près 60%. Et vous savez, nos projets s'accompagnent toujours à la fois de la centrale elle-même pour produire de l'électricité, mais aussi pour l'éclairage public qui a un impact socio-économique très important, mais en même temps aussi avec tous les effets de création d'emplois et tout le reste. Donc aujourd'hui, nous sommes à ce stade-là avec l'espoir que nous allons réussir à capter beaucoup d'investisseurs qui vont venir nous appuyer et à capter aussi suffisamment de fonds au niveau de l'État congolais. Vous avez dit que vous allez intéresser les miniers. Il faut beaucoup d'énergie pour faire tourner leurs machines.
Bah oui, donc lorsque des investisseurs sont intéressés, aujourd'hui nous connaissons déjà la demande des miniers. Globalement c'est 2000 MW. Mais vous allez voir, il y a un minier, pour lui c'est 100 MW tout de suite, c'est 200 MW. Mais lorsqu'on a identifié des investisseurs qui eux veulent se positionner et ont déjà fixé le niveau de puissance qu'ils veulent, c'est comme aujourd'hui par exemple dans la salle, il y a une dame qui disait on veut développer 100 MW dans une zone minière. Donc pour nous, on vient déjà positionner cet opérateur dans cette zone-là pour pouvoir desservir le minier qui a besoin de 50 MW, 100 MW, ainsi de suite. Donc c'est vraiment de cette façon. On connaît déjà la demande, on connaît les miniers, on connaît même les entreprises qui font la facilitation. Parce que parfois les miniers ne signent pas des PPA directement avec des personnes qui viennent pour des projets. Ils veulent signer des PPA avec des centrales qui existent. Mais il y a toujours des facilitateurs, des intermédiaires qui, eux, déjà signent des PPA pour pouvoir entrer en relation avec les miniers. Donc on essaye vraiment de fonctionner dans cet écosystème. Vous cherchez des PPP aujourd'hui. Est-ce que vous avez pu glaner quelques opportunités ici aux Émirats Arabes Unis? On a fait beaucoup de contacts. Généralement, parce qu'on participe beaucoup dans ce genre de meeting, la grande difficulté a toujours été l'après-meeting. Comment garder les contacts, comment avancer. Et c'est là aussi que nous avons quand même une spécification. Aujourd'hui, on a rencontré beaucoup de gens, une quinzaine de personnes intéressées. Et il n'y a pas que des gens qui veulent venir directement au Congo, mais il y a des gens qui ont des réseaux qui permettent de lever des fonds. Ça nous intéresse aussi à certaines conditions. Ils nous expliquent comment ça se passe. Donc nous pensons que ça a été un véritable succès. C'est maintenant à nous de pouvoir faire le suivi dès que nous sommes à Kinshasa pour les 15 entrepreneurs ou les 15 entités que nous avons rencontrées. Comment vous vous déployez à travers le pays? Nous avons les 145 territoires, nous avons des plans locaux d'électrification territoire par territoire, nous avons un programme d'investissement prioritaire. Nous avons dans chaque zone des pôles, ce sont nos directeurs provinciaux. Il y a le pôle centre, le pôle est, le pôle, il y en a 6. Et au niveau des pôles, chaque pôle a une stratégie d'électrification. Ce que nous on fait, c'est qu'on avance, on déploie des projets selon le plan que nous avons. Nous recevons la dotation de l'État, c'est pas beaucoup, mais on nous reçoit quand même. C'est combien? L'année passée, par les 2 dernières années, on n'a pas dépassé les 30 millions, bien que la ligne ait été beaucoup plus importante, mais on n'a pas pu décaisser plus. Au-delà de ça, aujourd'hui, on peut capter des redevances. Des redevances, il y a 4 actes de redevances qu'on peut capter et qui nous permettent, d'une part, d'aller dans l'investissement et puis de pouvoir assurer notre fonctionnement. Vous avez déjà signé avec des partenaires qui acceptent de mettre de l'argent en serre? Oui, nous avons des partenaires avec qui déjà nous avons été sur site. Ils sont venus avec nous dans les villages, ils ont pris des motos avec nous, ils ont traîné avec nous, on a fait des études avec eux ensemble sur les terrains. D'autres ont déjà levé des fonds pour le Congo et le mois passé, notre directeur général, Cyprien Moussimar, a signé en Allemagne, à Berlin, un contrat pour 150 millions d'euros. Et ce genre de contrat avec l'Allemagne, on en a peut-être 3 parce qu'aujourd'hui, l'Allemagne commence à avoir un intérêt particulier pour la RDC dans les secteurs de l'énergie. Ce qui fait que avant la fin de cette année, j'ai vraiment l'espoir qu'on aurait signé des contrats pour plus ou moins 400 à 500 millions de dollars avec des partenaires privés ou des structures internationales. Alors, Monsieur Twambilanga, à Kinshasa, il y a des zones qui ne sont pas électrifiées. Vous avez Kibaseke, vous avez la Tchangou, plusieurs coins, même Angalema. Est-ce que vous avez des projets par rapport à ça? Nous avons des projets pour la périphérie de Kinshasa parce que Kinshasa n'est pas notre zone. Kinshasa, c'est une ville, donc c'est une zone urbaine. Ça, c'est les compétences de la SNEL et puis d'autres entreprises privées. Nous, c'est les périphéries. C'est Maluku, Ntsele, ainsi de suite. Et là, nous avons un plan. Kinshasa fait partie de ce qu'on appelle le pôle Grand Ouest. Le pôle Grand Ouest, pour nous, c'est le Grand Bandundu, c'est le Congo central et les périphéries de Kinshasa. Et là, nous avons des projets. Par exemple, nous sommes allés visiter avec le ministre de l'Énergie il y a de cela un mois le site de Ndjili Brasserie. Nous avons là-bas fait un soutirage sur la ligne de la SNEL et nous avons desservi la population de Ndjili Brasserie. Aujourd'hui, nous avons le projet de venir appuyer la nouvelle cité Kitoko, la nouvelle ville de Kinshasa qui devrait se construire. Nous sommes dans un partenariat avec la coordination pour pouvoir amener de l'électricité. Aujourd'hui, nous avons un partenariat avec un groupe qui s'appelle LR Group. C'est eux en fait qui tiennent le DAIPEN
de Ntsele. Avec eux, nous avons aussi un partenariat pour pouvoir à la fois électrifier ces zones, mais en même temps coupler avec des projets agro-industriels. Maintenant, c'est le seul défi reste de mobiliser des moyens financiers pour implémenter les projets que nous avons dans le plan. Donc pour nous, électrification, c'est on a l'électricité, et avec le Fonds Mouinda, nous venons aussi accompagner les initiatives de développement socio-économique local pour que finalement le système soit rentable, le système soit viable et pérenne. Je vous remercie, monsieur Damien Twambilanga, pour avoir répondu aux questions de Jeudi Économie. À moi de vous remercier, merci. À présent, le panel de la ménagère avec Béro Matanda. Il y a rareté de certains produits de première nécessité sur le marché, à l'exemple des poissons salés. Le carton est vendu actuellement à 75 $, il était à 65 $. Le kilo a quitté de 22 000 francs à 30 000 francs congolais. Les prix de plusieurs autres vivres frais ont aussi été revus à la hausse. C'est cette dénoncière d'une chambre froide située au grand marché de Kinshasa qui l'a dit. Il n'y a pas de poissons salés sur les marchés. Nous achetons le carton à 75 $. Le kilo est à 30 000 francs congolais, il était à 22 000 francs congolais. Les chanchards sont à 190 000 francs congolais, le carton de 20 kilos. Et le kilo est à 12 000 francs, il était à 8 voire 10 000 francs congolais. Le carton de cuisse de poulet varie entre 20 et 22 $ américains. Le kilo est à 8 000 francs. Les poulets sans emballage aussi sont devenus rares. On achetait le carton à 26 $, actuellement il est à 28 $ américains. Un poulet est vendu à 13 500 francs congolais, c'est selon le poids. Et Mati Makas, on est au sommet à 26 $ comme 28 $. Nous sommes montés à 13 500. Ça dépend de ce que pesé. Quand on a 8 pièces, on a monté à 13 500, 13 000. Quand on a 10 pièces, 10 000, 11 000. Les tripes coûtent actuellement 28 $ américains le carton. Il coûtait 25 $ américains. Le kilo revient à 12 000 francs congolais. Il était à 8 000 francs congolais. Par contre, le sac de riz qui coûtait 75 voire 78 000 francs congolais est vendu actuellement à 70 000 francs congolais. La mesurette Oussako me coûte 2 000 francs. La semoule coûte 51 000 francs congolais. Le sac de 25 kg, voire 56 000 francs congolais. La mesurette ou écolo est à 3 500 francs congolais. Un sac de maïs varie entre 100 et 300 000 francs congolais. Celui de cossette de manioc varie entre 150 et 300 000 francs congolais. Un sac d'haricots varie entre 240 et 260 $ américains. La mesurette ou copo coûte 5 000 francs pour les bilbil ou goma. Les haricots appelés pembe coûtent 2 800 francs congolais. La mesurette ou copo. Les haricots dénommés soldats coûtent 4 900 francs congolais. La mesurette ou copo. Les haricots appelés loufou coûtent 4 300 francs congolais. La mesurette ou copo. Les haricots appelés milaï coûtent 3 800 francs congolais. La mesurette ou copo. Un bidon d'huile de palme de 5 litres coûte 25 000 francs congolais. Celui d'huile végétale varie entre 33 et 34 000 francs congolais pour un bidon de 5 litres. Celui de 25 litres coûte 136 000 francs congolais. Un sachet de sucre de 5 kg coûte 17 500 voire 18 000 francs. La mesurette ou sakombi coûte 2 000 francs. Une mesurette ou écolo de farine de froment coûte 5 000 francs congolais. La mesurette ou sakomi revient à 1 500 francs congolais voire 2 000 francs. Une botte de feuilles de manioc coûte 5 000 francs. Celle d'oseille coûte 1 000 francs. Celle des épinards coûte 3 000 francs. Celle des amarantes aussi coûte 3 000 francs congolais. Les feuilles de patates douces coûtent 2 000 francs congolais la botte. Un chou paumé varie entre 2 000 et 5 000 francs. Un tas de fumbois ou feuilles mijotées coûte 2 000 francs congolais. Un tas de bananes plantains varie entre 3 000 et 10 000 francs. Un oignon coûte 200, 500 voire 1000 francs. Le filet coûte 35, 40 ou 100 000 francs congolais. Une gousse d'ail varie entre 100 et 1000 francs congolais. Le filet coûte 80 000 francs congolais. Une tomate fruit coûte 500 francs. Un tas de poivrons coûte 2 000, 3 000 voire 5 000 francs congolais. Une botte de ciboulettes Undembi varie entre 1000 et 5 000 francs. Une chikwang bateke est vendue à 1000, 1500 voire 2000 francs congolais. Un tas de safou coûte 1000, 2000, 3000 ou 5000 francs congolais. Un tas de bananes coûte 2000, 3000, 5000 ou 10 000 francs congolais. Une orange coûte 500 francs. Une mandarine coûte aussi 500 francs congolais. Un pain coûte 500 francs ou plus. Merci Béro Matanda, on vous retrouve la semaine prochaine avec vos différentes rubriques et c'est par ici également que se termine exceptionnellement Jeudi Économie à partir des Émirats Arabes Unis. On se retrouve la semaine prochaine à Kinshasa.